Un très léger cliquetis l'éveilla. La porte du cachot s'ouvrit sans le moindre grincement sur ses gonds bien huilés. Un vieil homme barbu parut sur le seuil. Il considéra longuement le prisonnier. D'une voix à peine audible, il murmura: Je vois ton costume que tu viens d'Argos. J'y suis allé autrefois et je parle ta langue. Mon nom est Olybrius. Si tu me promets de parler doucement, très doucement, je déferai ton bâillon et nous pourrons causer. Où suis-je? Moins fort, s'il te plaît. Nous avons l'oreille fine et nous entendons le moindre chuchotement. Tu es ici en catimini. En catimini? La Catimini est le nom de ce pays où règne le roi Motus. C'est un pays prospère et riche, mais comme tu as pu t'en rendre compte, le bruit en est banni, le silence est la loi. Mais comment peut-on vivre sans faire du bruit? On y arrive très bien. Il y a très longtemps, la catimini avait atteint un tel degré de puissance et d'activité qu'on n'y entendait plus nuit et jour dans les rues que le roulement des chariots, le martèlement des forgerons, les cris des marchands, les fanfares des trompettes de l'armée qui s'exerçait et l'incessante rumeur de la foule. Les habitants ne connaissaient plus de repos. Ils devenaient nerveux, irritables, moroses, grincheux. La ville était secouée de constantes querelles. C'est alors qu'un roi sage édicta la loi du silence. Les hommes furent les premiers à s'y soumettre, puis on y habitua les animaux, les objets, les éléments même. Quand une tempête souffle ici, c'est à peine si l'on entend un susurrement, et quand un orage éclate, le tonnerre se tait. Pourtant, catimini ou pas, il faut bien parler. Dans la mesure du possible, on parle par signes, mais quand il devient indispensable d'user de la parole, on le fait à voix basse, très basse, comme nous parlons maintenant. Je ne pourrai jamais m'y habituer. Il faudra bien pourtant, sans quoi tu risques de rester longtemps dans ce cachot. Je suis chargé de te donner des leçons puisque je parle ta langue. Tu verras, c'est une question de volonté. Nous allons commencer tout de suite. Et Stentor prit sa première leçon de silence. Il y en eut beaucoup d'autres. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'on l'autorisa à sortir de sa prison. Ses sandales de cuir avaient été remplacées par des chaussons de feutre, et il avait appris à marcher comme tout le monde sur la pointe des pieds. Souviens-toi, lui rappela Olybrius, les gens d'ici ne supportent pas le moindre bruit. Ils en souffrent atrocement au point de s'évanouir et parfois même d'en mourir. Un jour, on l'admit à se promener dans les rues. Plus personne ne fuyait devant lui. Les gens l'accueillaient avec des sourires avenants, mais silencieux. Quelquefois, une furieuse envie de parler lui montait à la gorge, mais il se répétait à lui-même: « Catimini, je suis en catimini », comme un mot magique, et sa bouche restait close. Il avait souvent, avec Olybrius, de longues conversations chuchotées, et il en apprenait toujours davantage sur les mœurs du pays. Il parlait maintenant couramment la langue catiminienne, ce qui était facile, car elle contenait peu de mots. Peu à peu, il avait appris lui aussi le goût du silence, et souffrait quand d'aventure un bruit frappait son oreille. Un jour, son vieux mentor lui dit: « Le roi Motus désire te voir. » Stentor se rendit donc au palais royal.
Quand il fut devant le roi Motus, ce dernier lui fit signe de s'approcher et lui murmura à l'oreille « Stentor, je sais que tu es un valeureux guerrier. Il se trouve que nos voisins d'au-delà des montagnes se préparent à nous attaquer. Veux-tu prendre la tête de mes armées ?» Stentor, qui commençait à s'ennuyer de ne rien faire, accepta la proposition et commença aussitôt l'entraînement de ses troupes. Les Catiminiens avaient une façon bien particulière de se battre. Ils évitaient les batailles rangées et leur tintamarre. C'est la nuit qu'ils attaquaient par coups de main rapides et silencieux. L'ennemi ne les entendait pas venir, et ils repartaient comme des ombres avant même que l'alerte fût donnée. Bientôt, l'armée des assaillants se présenta aux frontières du pays. Stentor conduisit ses soldats à proximité de leur camp et les disposa pour l'assaut, attendant que la nuit fût venue pour donner le signal du combat. Ce signal devait être transmis de bouche à oreille, tout au long des lignes, afin que nul ne pût l'entendre. L'attente fut longue, et les heures passaient lentement. Stentor sentait monter en lui sa vieille impatience. Son cœur battait à se rompre, et sa poitrine se gonflait d'une ardeur qu'il avait peine à réprimer. Quand le moment fut venu, la fureur du combat s'empara de lui, et au lieu de chuchoter son ordre, il se leva tout soudain en brandissant son épée et hurla à pleine voix « En avant, mes amis! À l'assaut! Tuez-les tous !» Frappée de plein fouet par la terrible clameur, l'armée catiminienne s'écroula sur le sol en proie aux plus affreuses souffrances. Stentor lui-même crut que sa tête allait éclater au son de sa propre voix. Fort heureusement, l'ennemi soudain tiré de son sommeil par cette voix surnaturelle crut qu'un dieu l'attaquait, prit peur et se dispersa en désordre. Le désastre fut évité de justesse. Stentor ranima ses hommes comme il put et rentra à la ville se présenter tout penaud et tout confus devant le roi Motus. « Stentor, lui dit ce dernier dans un murmure, tu n'es pas fait pour vivre en catimini. Il vaut mieux que tu retournes chez toi, en Argos. Je vais faire mettre un bateau à ta disposition, et dès demain, tu prendras la mer. » Le malheureux eut beau protester que ce n'était qu'un accident, qu'il avait appris les vertus du silence, que désormais il saurait retenir sa langue. Le roi Motus fut inflexible. C'est ainsi que, dès le lendemain, Stentor se retrouva seul sur l'océan à bord d'une frêle embarcation ballottée par les vagues. Il navigua longtemps. Quand la mer était calme, il jouissait du silence, mais quand survenait une tempête, il se bouchait les oreilles avec de la cire, incapable qu'il était devenu de supporter le moindre bruit. Un jour, enfin, il arriva en vue de Nauplion, le port d'Argos. De loin, sur les eaux, lui parvenait la puissante rumeur de la rade, pleine de bateaux en chargement. Il attendit le soir pour toucher terre dans une crique isolée. Il se faufila dans l'ombre, à travers les rues désertes du port, et gagna la route d'Argos. Il marchait sur la pointe des pieds, toujours chaussé de ses chaussons de feutre. Vers l'aube, il rencontra des groupes de paysans qui allaient travailler aux champs. Chaque fois, il se faufila dans les herbes, bouchant ses oreilles pour ne pas entendre leur conversation. Quelqu'un, pourtant, l'aperçut et le reconnut. La nouvelle de son arrivée se répandit comme une traînée de poudre. Stentor était un héros populaire en Argos, et le peuple alerté s'apprêta à lui faire fête. Quand il arriva aux portes de la ville, une multitude l'attendait. Une immense acclamation monta vers lui. Les trompettes sonnèrent, les tambours battirent. Interdit, épouvanté et souffrant 1000 morts, il se mit les mains sur les oreilles et resta immobile au milieu de la route. Puis soudain il fit demi-tour et s'enfuit dans la montagne. Il courut longtemps, longtemps, jusqu'à perdre haleine.
Il arriva ainsi dans un petit vallon, loin de toute habitation humaine. L'air y était calme, le vent léger, et c'est à peine si l'on entendait le discret murmure d'une source voisine. Stentor décida de s'y construire un ermitage. Il s'y installa avec des brebis à qui il apprit à ne pas bêler, et avec des poules à qui il apprit à ne pas caqueter. Jamais plus on n'entendit la voix de Stentor. Il vécut là, le restant de ses jours, sans jamais voir ni entendre personne et ne sortant que dans le silence de la nuit, toujours en catimini.